Je propose qu'on débute, si ça te va, Pierre. Très bien. Très bien. OK, merveilleux. Alors voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première conférence du collectif de l'année 2025 déjà. Je ne sais pas si les gens ont pris l'habitude, là. Des fois, on écrit encore 2024 par habitude. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Audran, je prononce convenablement, n'est-ce pas? Tout à fait. Qui m'a été chaudement recommandé par Gaël. Puis comme je fais une confiance aveugle en Gaël, j'ai accepté tout de suite la proposition, qui par ailleurs est très intéressante. J'espère qu'elle saura vous plaire à vous aussi. Les gens continuent d'entrer, donc si vous me voyez distrait, c'est parce que j'examine les dossiers des gens qui demandent avant de les admettre. Je pense que c'est une blague, c'est juste que je dois cliquer sur le crochet vert pour qu'ils puissent se joindre à nous. Alors, je vais te présenter rapidement. Pierre, on ne s'est jamais rencontré en personne. Je présume qu'on aura l'occasion. J'espère. Tu es enseignant en poste dans un collège pardon, du réseau d'éducation prioritaire. Donc, nous, c'est au Québec, ce sont des milieux défavorisés ou Tout à fait. des milieux où il y a des enjeux particuliers, des besoins particuliers. Et tu es enseignant depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis je ne sais pas quelle année, je dirais 2018, autour de. Ouais, en fait, je suis dans le réseau prioritaire depuis 7 ans, mais je suis enseignant depuis OK, 15 ans. OK. Voilà. OK, OK. Donc, tu es réseau prioritaire depuis 7 ans. Puis depuis 2020, tu poursuis des études doctorales, n'est-ce pas, à l'Université d'Artois, sous la direction d'Anne Besson et de Jean-François Goubet, qui est par ailleurs membre du collectif également. Et je salue ton courage de te faire diriger par Jean-François, qui doit être particulièrement rigoureux selon ce que je connais de Jean-François. Aujourd'hui, tu vas nous présenter une communication qui s'intitule La philosophie de l'enfance de Garrett Matthews ou la constitution d'un champ de recherche académique au service d'un projet d'émancipation. En fait, chez Vrain, tu as proposé une traduction d'un ouvrage de Garrett Matthews pour que les francophones puissent avoir accès à ses écrits. Et puis, c'est un peu sous cet angle que tu vas nous entretenir aujourd'hui. Si je ne m'abuse, si je fais erreur, tu me corriges, il n'y a vraiment aucune gêne. Puis, on est très heureux de t'entendre sur cette question. Et j'espère, en fait, j'en suis convaincu, que ça va nous permettre de enrichir encore notre compréhension de la pratique de la philosophie avec les enfants, à la lumière d'une théorie qui circule pas nécessairement dans le milieu de façon aussi importante que d'autres. Alors, Pierre, si ça te convient, je te céderai la parole. La manière dont on fonctionne, généralement, on dispose d'une heure, donc ici au Québec, c'est jusqu'à 13 heures. Et puis, tu organises ton temps comme tu le souhaites, en fait, avec l'idée que si tu souhaites laisser un espace pour les discussions, les questions, c'est à toi de gérer le temps que tu donnes aux personnes, c'est-à-dire 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, c'est à toi de voir selon l'ampleur des choses que tu as à nous dire. Tu es maître à bord à partir de maintenant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Je suis très content de parler de Matthews, avec qui j'ai passé quelques temps en le traduisant. Et puis, c'est un texte que j'aime beaucoup. Sur la partie questions, Gaëlle Jean-Marc est là et elle pourra aussi répondre aux questions puisqu'elle connaît très bien le Merveilleux. texte. Voilà. Super. Donc, la philosophie de l'enfance de Garrett Matthews, que j'ai ici dans sa traduction, et le volume original ressemble à ceci. Donc, c'est un texte qui, à nos yeux, méritait d'être traduit pour plusieurs raisons. J'en mentionne simplement une qui nous intéresse ici, c'est que il émane d'un philosophe qui est reconnu aux États-Unis. Et voilà, j'ai introduit un enfant pour que ce soit plus réel. Donc, c'est un auteur reconnu dans le périmètre francophone, pas suffisamment pour l'instant, mais en tout cas, il est déjà très reconnu dans le périmètre anglophone, à la fois dans le champ de la philosophie pour ou avec les enfants et dans le champ de la philosophie de l'enfance qu'il a contribué à faire émerger. Disons d'emblée que l'originalité de ce livre
c'est d'articuler les deux questions structurantes posées respectivement par chacun des deux champs, à savoir quelle philosophie les enfants peuvent-ils produire et quelle philosophie peut-on produire sur l'enfance. J'affiche tout de suite le sommaire pour que vous puissiez le consulter en même temps. La deuxième question procède en partie de la première, mais elle est à la fois plus théorique et plus large, puisque la philosophie de l'enfance s'intéresse à côté des raisonnements philosophiques des enfants à d'autres aspects, à savoir leurs comportements moraux, le cadre juridique qui définit leur existence, leur rapport à la mort, leur production artistique, etc. Le texte, si le texte est effectivement important, on peut se demander pourquoi il a fallu attendre 30 ans pour qu'en soit publiée une traduction française, alors qu'il était antérieurement disponible dans 7 langues, et donc en allemand, en japonais, en chinois, en néerlandais, en portugais, en turc et en coréen, et qu'il avait été publié en Allemagne dès sa publication américaine en 1994. Alors pourquoi tant de temps avant une traduction française? Alors il y a des raisons accidentelles, institutionnelles, et en particulier, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement, en particulier le fait que Matthews s'en prenne nommément à Jean Piaget, le psychologue suisse, dont la pensée est encore extrêmement respectée. Piaget demeure aujourd'hui une référence active dans l'élaboration des programmes scolaires français et un élément de justification forte pour le maintien d'un statut particulier de la philosophie dans l'enseignement secondaire, à savoir un enseignement qui est déporté dans les classes terminales. Mais en fait, même quand on ne sait rien de Piaget et qu'on n'a pas spécialement de position institutionnelle à défendre, eh bien, le texte peut susciter des réserves pour le lectorat francophone et peut-être en particulier pour le lectorat français, parce que l'argumentation est construite contre le concept de maturité. Or, le concept de maturité est un concept auquel nous tenons beaucoup en France, auquel nous prêtons collectivement de grandes vertus, y compris lorsqu'on travaille au bénéfice de la cause éducative. Pour le montrer, je vous propose qu'on se penche un peu sur le code civil, on ne va pas y rester très longtemps, et en particulier sur l'article 371 qui définit le cadre légal de l'autorité parentale. Plus précisément, donc, l'article 371 et l'article 371 alinéa 1. Alors, à gauche, vous avez la version de 1971 et à droite, la version de 2002 qui prévaut encore avec quelques amendements que j'ai mis entre crochets. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ben, l'introduction du concept de maturité tout en bas, à droite. Cette introduction du concept de maturité correspond à un moment progressiste. Elle coïncide avec l'affirmation que l'autorité parentale a pour finalité, pardon, l'intérêt de l'enfant. Donc, elle peut être interprétée comme une avancée, pour les défenseurs du principe d'autonomie contre le principe, du paternalisme. Le paternalisme étant le principe, c'est défini dans Philosophie de l'enfance, le principe qui permet de restreindre l'autonomie de l'enfant, soit pour éviter qu'il ne se fasse du tort, soit pour son bénéfice. En sollicitant le concept de maturité, on acte que les enfants ne doivent pas sortir brutalement au jour de leur majorité d'un état de soumission complète, mais qu'il faut au contraire les accoutumer progressivement à l'exercice de la liberté en leur ouvrant progressivement de nouveaux droits. Alors que l'autorité parentale telle qu'elle était définie dans le texte de 1971 demeurait monolithiquement identique à elle-même du jour de la naissance de l'enfant au jour de sa majorité, eh bien, elle devient dans le texte de 2002 une réalité qui, de sa propre initiative, s'affaiblit jusqu'à disparaître. Donc c'est un progrès pour la libération de l'enfance, pensera-t-on d'abord, en particulier pour la libération des vieux enfants. Concrètement, ça signifie par exemple que s'il y a un désaccord entre les parents et l'enfant sur, le choix d'une filière d'études secondaires ou universitaires, eh bien, le texte de 1971 donnait le privilège à l'adulte, alors que le texte de 2002 donne le privilège à l'enfant. Alors, à titre personnel, ces 2 textes, me concernent de diverses manières.
le texte de gauche a encadré mon enfance, le texte de droite encadre ma parentalité. Et le jour où je me suis marié, eh bien, devant le maire, je me suis engagé à éduquer les enfants que je n'avais pas encore en les associant aux décisions qui les concernent en fonction de leur âge et de leur degré de maturité. Donc voilà, c'était très solennel et c'est quelque chose qui, je le disais, en France est assez important. Donc on peut penser qu'il y a un progrès, et de fait, si on a entre 15 et 18 ans, ça en est un. Mais, et d'ailleurs, Matthews, dans le chapitre 6 sur les droits de l'enfant, appelle de façon explicite à un tel effacement progressif de l'autorité, mais il le défend en mobilisant le concept d'autorité rationnelle et surtout pas le concept de maturité. On pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez. Matthews fait jouer le concept d'autorité rationnelle contre le concept d'autorité arbitraire, et c'est en vertu de ça qu'il faut que l'autorité parentale s'affaiblisse. Le problème, c'est qu'en mobilisant le concept de maturité, la loi renforce, sous couvert de progressisme, l'idée que ce qui doit prévaloir, c'est le modèle de l'adulte normal contre celui de l'enfant déficient. Pourquoi la loi française accordera-t-elle à mes filles le droit de choisir leur cursus d'études alors qu'elle ne m'accordait pas ce même droit avant 2002? Parce que la loi de 2002 considère qu'elles sont presque des adultes au seuil de leur majorité, alors que la loi de 1971 Ouais. me considérait comme un enfant à part Allô? entière avant ma majorité et un adulte à part entière Allô? après ma majorité. La loi de 2002 valide donc paradoxalement l'idée que l'enfance est foncièrement un état d'incapacité. C'est un état à fuir, un état dont on sort progressivement, mécaniquement, presque sans avoir rien à faire, sans qu'il soit nécessaire pour l'adulte accompagnant d'introduire aucune pédagogie spécifique ni aucun contenu déterminé. Chez Piaget, donc, l'enfant mûrit comme un fruit avec le temps, sans que son expérience personnelle singulière ne paraisse décisive. Et c'est à partir de ce postulat qu'il a élaboré sa théorie du développement par stade, l'enfant accédant à ces stades dans un ordre immuable, sans retour en arrière, et chacun le faisant plus ou moins en même temps que les membres de sa cohorte. Il revient dès lors aux éducateurs d'accompagner ce mouvement naturel en ne brûlant surtout pas les étapes, car cela s'avérerait contraire aux intérêts de l'enfant, pour reprendre les termes de la loi. Dans la formule légale du texte que j'ai cité, de l'article 371, finalement, on dit: «Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité», mais la notion de maturité ne fait que redoubler la notion d'âge puisque, les stades sont indexés à l'âge, hein. Chez Piaget, c'est très important. Dans la critique que Matthews instruit de Piaget, le fait que les âges détermine de façon mécanique les stades, fige énormément le processus. Donc, dans la philosophie de l'enfance de Matthews, comme chez le maître ignorant de Jacques Rancière, que je vais utiliser comme contrepoint, il y a un refus de ce modèle. Alors là, c'est très ironique, hein, dans les deux cas. Nous savons qu'il serait nocif d'essayer d'apprendre à marcher à un nouveau-né. Ses os, ses muscles et son système nerveux doivent d'abord être mûrs pour cela. De la même manière, à partir des expérimentations de Piaget, il devient clair comme de l'eau de roche qu'il serait nocif d'apprendre aux enfants autre chose que ce qui est approprié à leur âge. Les os de l'esprit et les muscles de l'âme doivent être mûrs eux aussi. Et eh bien, Jacques Rancière, dans Le Maître ignorant, introduit cette même idée chez la vieille, c'est-à-dire la méthode explicatrice qu'il récuse, hein, et pour Rancière, l'émancipateur ne doit pas expliquer, il doit laisser l'élève comprendre par lui-même, il doit encourager l'élève à appliquer sa volonté à un travail, mais pas lui donner d'explication. Et eh bien, la théorie de Piaget, qui n'est pas ici citée, mais qui est clairement mentionnée, consiste à dire que c'est ce qu'il appelle la variante humanitaire. Il y a des stades dans le développement de l'intelligence,
et il ne faut pas trop charger une intelligence d'enfant parce que ce serait contraire à sa santé et à son épanouissement. Donc, contre ce postulat de la maturité, les deux auteurs réfutent l'idée que les enfants vivent dans des mondes conceptuels structurellement différents du nôtre. Et ils postulent au contraire l'identité fondamentale de la pensée de l'enfant et de l'adulte. Alors, chez Matthews dans Philosophie de l'enfance, par exemple, il fait intervenir à gauche là un enfant dont les parents ont invité des amis et il se fait dégager du canapé et c'est les amis des enfants qui ont du coup le droit de regarder la télé, de choisir le programme. Et l'enfant demande pourquoi être égoïste à trois, puisque les enfants sont trois, est-il mieux qu'être égoïste tout seul? Pour Matthews, ça, ce n'est pas de la proto-philosophie, de la quasi-philosophie ou de la semi-philosophie. C'est, nous dit Matthews, de la philosophie à part entière, exactement le même genre de questionnement et d'enquête que formulent des philosophes professionnels. Donc, chez le maître ignorant, c'est ce principe de l'identité de la pensée, parce que au niveau de l'égalité des intelligences, quand on se place du point de vue de l'opinion de l'égalité des intelligences, eh bien, dès lors qu'on utilise l'intelligence, on utilise l'intelligence commune. Et en bas de l'extrait, eh bien, on peut tout dans l'ordre intellectuel, on peut ce que peut tout homme, dès lors qu'on est dans un état d'attention intellectuelle. Alors, donc il y a une identité fondamentale de la pensée, mais cette identité, finalement, elle est définie sur le plan des virtualités intellectuelles. On pourra peut-être revenir là-dessus tout à l'heure si vous le souhaitez. Cette identité fondamentale de la pensée n'empêche évidemment pas de constater des différences de compétences philosophiques entre les adultes et les enfants. Simplement, elles sont liées à un différentiel d'expérience. Et si on se penche sur le texte, on s'aperçoit que ce différentiel d'expérience n'est pas systématiquement à l'avantage de l'adulte et que par conséquent, sur fond d'égalité des intelligences, il crée plutôt entre l'enfant une relation de complémentarité et de solidarité que une relation de supériorité systématique de l'un sur l'autre. Alors, par exemple, chez Matthews, là, bon, c'est assez classique, hein, c'est pas très révolutionnaire, mais il nous dit les enfants ont une fraîcheur et une inventivité qui est nécessaire en philosophie, alors que les adultes ont pour eux la rigueur et la discipline. Bon, pourquoi les enfants n'ont pas de rigueur? Parce qu'ils n'ont pas, en tout cas, pas au même titre qu'un philosophe adulte exercé, parce qu'ils n'ont pas une fréquentation ni une habitude de l'écriture et de la lecture philosophique qui leur permet d'avoir accès à cette rigueur. Mais pour autant, vous voyez, il y a l'idée d'une complémentarité et que pour faire un philosophe, eh ben, il faut les deux. Voilà. Alors chez Rancière à droite, bon, on a la même chose. Alors c'est plus rare dans le texte, mais il admet qu'il y a effectivement des différences de compétences intellectuelles, de compétences cognitives, et il dit, tout simplement, ça ne prouve en rien la supériorité de l'intelligence de l'un sur celle de l'autre. Ça dit simplement qu'il y a eu un exercice plus fort d'un côté que de l'autre. Alors, on peut appréhender le diagnostic commun opéré par Rancière et Matthews à travers le concept de gai savoir, pour aller un petit peu plus loin. Donc, pour appréhender ce diagnostic partagé par Rancière et Matthews sur le caractère appauvrissant et Matthews dit même répréhensible d'une approche de la cognition enfantine par le biais de la maturité, j'ai librement utilisé la grille du gai savoir nietzschéen. Alors, Rancière utilise lui-même le concept de gai savoir dans le texte politique de la littérature à propos de Bertolt Brecht. Il y a un article, le gai savoir de Bertolt Brecht. Et pour ce qui est de Matthews, bon, lui-même n'est pas à proprement parler nietzschéen,
mais on peut dire qu'il y a de façon générale une influence du nietzschéisme sur la philosophie pour enfants américaine, au sein de laquelle il travaille. Je renvoie notamment à un chapitre aux sources de la philosophie d'Anne-Margaret Sharp. C'est alors le chapitre 5 qui est intitulé L'éducation et la culture, une approche nietzschéenne. Euh, donc, pardon, Matthews travaille avec Lippmann et Margaret Sharp pour la partie philosophie pour enfants. Chez Rancière comme chez Matthews, donc, l'opinion de l'inégalité, qui va de pair avec le concept de maturité et sape les fondements d'une activité philosophique authentique, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, s'enracine dans un processus de socialisation qui encourage les comportements moutonniers. Alors, on peut ici penser au paragraphe 116 du Gai Savoir de Nietzsche sur l'instinct du troupeau. Alors, vous voyez, il y a quand même des hypothèses très fortes dans la philosophie de l'enfance. Et bon, voilà, mon hypothèse est qu'une fois que les enfants sont bien installés à l'école, ils apprennent que seuls les questionnements utiles sont attendus d'eux. En fait, voilà, la scolarisation et la socialisation qui a lieu à l'école a tendance à tarir l'appétence philosophique des enfants autour de une démarche qui devient moins désintéressée et plus utile. Alors, chez Rancière, dans Le Maître ignorant, il y a un point de vue très très négatif qui est développé sur la société et sur l'impossibilité de développer une intelligence en société, enfin que l'intelligence est un phénomène qui reste individuel, et il décrit l'instinct du troupeau en disant, donc Rancière continuellement, les individus en se reliant les uns aux autres par la comparaison reproduisent cette déraison, cet abrutissement que les institutions codifient et que les explicateurs solidifient dans les cerveaux. Donc on a la mise en regard de ces deux extrêmes semble assez intéressante parce que finalement, ce que les enfants apprennent à l'école dans la socialisation scolaire, ce qu'ils risquent d'apprendre, c'est soit le comportement moutonnier, soit la compétition, mais dans les deux cas, en fait, il y a une forme d'abrutissement, il y a une forme de tarissement d'une activité philosophique désintéressée qui implique une autre attitude. Pour invalider l'opinion de l'inégalité, Matthews et Rancière ont recours à la même démarche généalogique qu'on trouve également dans le Gai Savoir. Alors, cette démarche consiste à démystifier une certaine fiction sociale aliénante en montrant que ce qu'on tenait pour la cause était en fait l'effet et vice-versa. De telle sorte qu'un fait prétendument objectif apparaît comme une illusion constituée par celui à qui profite la fiction. Matthews le fait à propos de l'art enfantin. Donc vous avez l'extrait de gauche, chapitre 10. Donc il y a un retournement. Ce n'est pas parce que l'art enfantin est inférieur à l'art des adultes qu'on ne lui alloue pas des moyens financiers. C'est au contraire parce qu'on ne souhaite pas lui allouer des moyens financiers qu'on le décrète inférieur. Donc ça, c'est pour l'extrait de gauche, hein. Bon, voilà, c'est les adultes qui déterminent à qui doivent revenir les gratifications. Donc, ils se les attribuent à eux-mêmes. Et partant de là, on construit la fiction que l'art enfantin est moins bon que l'art adulte, parce qu'il est moins mature, hein. C'est toujours cette justification de la maturité qui revient dans le livre. Rancière le fait à propos de la pédagogie, hein, texte de droite, donc même renversement. Ce n'est pas l'explication qui est utile, ce n'est pas parce que l'explication est utile qu'il y a des explicateurs, c'est parce qu'il existe de fait des explicateurs et un penchant général pour la domination et l'abrutissement qu'on représente la fiction, qu'on représente pardon, l'explication comme l'horizon indépassable de la relation pédagogique. Donc il y a voilà, quelque chose qui est vraiment un renversement. Plus loin? Attends. Euh, alors,
Donc, on a ici, pardon, alors, je suis un peu perdu. Donc, qu'est-ce qu'ils opposent à Matthews comme Rancière oppose quoi à cette passion triste de l'inégalité et de la domination? Eh bien, ils opposent les joies de l'aventure intellectuelle. Alors, ici, il y a l'idée d'aventure. Bon, on va prendre pour changer, on va prendre le texte de Rancière pour commencer. Euh, il y a l'idée d'aventure dans le fait que quelqu'un qui se lance dans une démarche intellectuelle doit chercher. Et dans la partie haute, eh ben, qu'est-ce qu'il trouve? Pas nécessairement ce qu'il cherche, moins encore ce qu'il faut trouver dans le texte de Rancière, c'est en italique. Mais il trouve quelque chose de nouveau à rapporter à ce qu'il connaît déjà. Donc cette dimension d'aventure prend le contre-pied exact d'une maturité qui franchit les étapes dans l'ordre et suivant un calendrier mécaniquement défini, sans aucune excitation. Euh, Si je reprends l'extrait de la philosophie de l'enfance, page 73, celui qui est en position intermédiaire. Bon, bah voilà, qu'est-ce que. Alors, c'est un chapitre un peu ardu à propos des grandeurs physiques, mais donc on parle de la conservation du mesure, de la conservation du volume, du poids et de la masse. Et bon, il y a des questions philosophiques passionnantes pour Matthews, et il définit ça comme une grande aventure intellectuelle, un passionnant épanouissement intellectuel avec une dimension, encore une fois, très imprévue, voilà, très houleuse, un peu risquée, et pas du tout quelque chose qui va de soi. Dans l'idée de joie et d'aventure, on a quelque chose de très malicieux aussi dans les dialogues avec les enfants qui sont reproduits par Matthews. Par exemple, donc c'est le premier extrait de Philosophie de l'enfance, c'est une toute jeune fille qui parle à son père. Tu sais, papa, le monde est entièrement fait de couleurs. Et le père lui objecte que qu'en est-il de la question du verre qui est transparent, qui est incolore? Et donc la petite fille, j'ai contracter le texte, répond, bon, soit alors deux couleurs et deux verres. Ben, voilà. Et il y a là quelque chose de très audacieux, et Matthews commente en disant, comme tout bon philosophe, Christine connaissait la marche à suivre quand une hypothèse à laquelle on tient se heurte à un contre-exemple. On incorpore tout simplement le contre-exemple dans l'hypothèse. Vous voyez, il y a quelque chose de très hardi, il y a une hypothèse qui marche pas, c'est pas grave, on bricole un truc, et puis on continue à cheminer de façon empirique et sans se soucier d'une méthode stérilisante. Euh, Dans le texte de Rancière, alors il y a à droite, le dernier extrait, la leçon émancipatrice, je le lis en entier, la leçon émancipatrice de l'artiste opposée terme à terme à la leçon abrutissante du professeur est celle-ci. Chacun de nous est artiste dans la mesure où il effectue une double démarche. Il ne se contente pas d'être homme de métier, mais veut faire de tout travail un moyen d'expression. Il ne se contente pas de ressentir, mais cherche à faire partager. Vous voyez, il y a l'idée de quelque chose qui est foncièrement joyeux et qui est déterminé par un besoin de partage, un besoin de se lier les uns aux autres. Alors, ça peut être un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la société qui ne peut être le lieu d'un épanouissement intellectuel et d'une société qui est abrutissante, mais l'échange terme à terme et le partage, et lui, est en revanche quelque chose qui est totalement nécessaire à la production d'une pensée. Il y a quelque chose de, sans doute, hein, cher ancien, mais peut-être êtes-vous plus expert que moi dans l'Assemblée, il y a quelque chose qui est très fructueux dès lors qu'il reste intersubjectif, et quand ça se dilue dans une société, ça se convertit en abrutissement. Il y a quelque chose voilà, chez Matthews, voilà, cette relation qui est entretenue de personne à personne autour de ce que Rancière appellerait la révolution autour d'une vérité absente, c'est quelque chose le plaisir de la recherche, c'est quelque chose qui est vraiment très fort
dans la philosophie de l'enfance et dans les textes évoqués dans la philosophie de l'enfance. Alors, le paradoxe, c'est que, en dépit d'une convergence assez forte de vues entre Matthews et Rancière sur le diagnostic de l'aliénation, il existe une divergence tout à fait radicale sur la posture philosophique, la posture du philosophe, qui est préconisée pour émanciper. Donc, ils sont d'accord sur le diagnostic, ils semblent d'accord sur le diagnostic, mais le remède n'est pas le même. Alors, j'ai mis des extraits un peu longs là. En gros, l'émancipateur chez Rancière, évidemment, c'est le maître ignorant, alors que l'émancipateur chez Matthews est un maître savant. Alors, le maître ignorant, évidemment, c'est la formule qui est inscrite, formule paradoxale, mais inscrite dès le titre chez Rancière, et formule qui va faire l'objet de développements nombreux. Pourquoi est-ce que le maître doit être ignorant? Enfin, pourquoi est-ce qu'il peut l'être et qu'à la rigueur, il doit l'être? Parce que, eh bien, un savant imposant sa suggestion à l'ignorant empêche finalement l'élève d'avancer en ayant la conscience de son intelligence. Bon, il y a un caractère stérilisant et dans l'idée que on n'y serait pas arrivé tout seul, alors que précisément un émancipé sait qu'il peut ce que n'importe qui peut dans l'ordre intellectuel. Donc, Jacotot, puisque c'est l'histoire de Jacotot, va pousser jusqu'à enseigner deux matières où il ne connaît rien, à savoir la peinture et le piano, simplement en vérifiant que ses élèves sont appliqués, sont à la tâche et sont dans un état d'attention et pas de distraction. Alors que chez Matthews, si on regarde le texte de gauche, bon, eh ben, lui, c'est en tant que philosophe et en tant que philosophe savant que les philosophes peuvent rendre service. Et c'est parce qu'ils ont dédié leur vie à l'étude des questions philosophiques qu'ils peuvent aider les parents et les enseignants à faire progresser leurs enfants sur le chemin de la philosophie. Si je prends le dernier extrait, ce qu'un philosophe professionnel peut faire, c'est rassembler des exemples de raisonnement philosophique chez des jeunes enfants, et à partir de là, en confrontant ces pensées enfantines à notre tradition philosophique, aider les parents et les enseignants à reconnaître la philosophie chez leurs enfants, à la respecter quand elle se manifeste, et même à y prendre part et à l'encourager quand l'occasion se présente. Alors, il y a une vraie divergence irréductible entre les deux. Il y a néanmoins, peut-être je vais conclure là-dessus, il y a néanmoins des moyens de la présenter sous un jour qui n'est pas absolu, disons. C'est que, et là on s'en rend pas forcément compte quand on lit la philosophie de l'enfance uniquement, mais il faut peut-être aller vers d'autres textes de Matthews, en particulier donc celui-ci, Dialogues with Children et Philosophy and the Young Child. Il n'y a pas d'explication en fait chez le philosophe Matthews. Il raconte beaucoup des histoires, il en fait écrire, il en lit. Et finalement, on retrouve ce même verbe raconter et l'idée d'interpréter des histoires consistantes, qui traitent des questions difficiles avec humour. Bon, tout ça fait que on n'est pas dans quelque chose de stérilisant parce que on n'est pas en fait dans l'explication. Alors, j'avais pensé à développer autre chose aussi, un écart flagrant qui se repère entre les deux, c'est que Socrate est une référence importante pour Matthews, alors que c'est le summum de l'abrutissement chez Rancière. Mais en fait, c'est pas tout à fait le même Socrate. Alors là, je suis pas du tout spécialiste, mais en fait, c'est pas du tout le même Socrate qu'ils prennent. C'est-à-dire que finalement, le Socrate qu'aime Matthews, c'est le Socrate des dialogues aporétiques
qui ne débouche sur aucune conclusion définitive, et donc qui laisse au lecteur et à l'élève le soin de progresser, de continuer à tourner autour de la vérité, alors que le Socrate que vise Rancière, c'est un Socrate c'est le Socrate qui aboutit, par exemple, dans les leçons d'arithmétique données à l'esclave, la maïeutique socratique aboutissant de façon exceptionnelle, mais ne débouchant sur aucune émancipation parce que l'esclave reste un esclave. Euh, voilà, je m'arrête là sans faire de conclusion formelle et j'écoute vos remarques, vos questions et je suis impatient.